Destination Tel Aviv, pour ces 20 jeunes Français, mais c'est aussi un voyage dans le temps qu'ils vont faire. Pour eux, la guerre n'appartient pas seulement à l'histoire, elle fait partie de leur héritage familial. Gary. Tiens. Ils ont en commun d'être des petits-enfants et arrière-petits-enfants de ceux que l'on appelle justes parmi les nations, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la France de la collaboration, ont eu le courage de dire non. Le grand-père de Loris Lagievka, gendarme au camp de Drancy, a fait évader des Juifs. J'ai l'impression de commémorer un petit peu la bravoure de mon grand-père et de représenter la famille. Et donc c'est un honneur pour moi que de me prêter donc à ce voyage. Sarah Argo, elle, va découvrir le garçon, aujourd'hui octogénaire, que ses arrière-grands-parents ont sauvé. C'est quand même un grand voyage qui se prépare pour vous. Oui. Depuis le temps que je suis en contact avec Francis Veil, là encore dernièrement, donc voilà, je me prépare à le rencontrer. Thierry Durs a aussi rendez-vous avec un survivant de la Shoah. La première fois que j'y vais, donc bon, la première fois que je vais les rencontrer aussi. Donc c'est une bonne occasion pour les voir, pour les rencontrer. Tous ont dans leur famille des histoires de rébellion contre la barbarie. Ce voyage va les confronter aux années noires de la France. Quand l'armée allemande paradait sur les Champs-Élysées en 1941. Quand les Juifs étaient marqués d'une étoile jaune qui déjà les condamnait à mort. Pourtant, 70% des 320 000 Juifs de France ont échappé à la déportation, souvent grâce à des justes. Parmi eux, Jeannette Voineau, jeune boulangère à l'époque à Avrol, dans l'Yonne. En août 1942, elle et son mari se virent confier une fillette juive de 11 ans dont les parents avaient été déportés. Une fillette devenue cette dame au pull violet. Rachel Samerov a aujourd'hui 81 ans. Elle vit à New York, mais pour rien au monde, elle n'aurait raté en février l'anniversaire des 100 ans de sa Jeannette. Avec elle, sur cette photo de 1944. C'est comme ma deuxième mère. Vous savez, moi j'ai perdu ma mère à l'âge de 10 ans et demi et je me suis retrouvée à Avrol dans une famille qui m'a presque adoptée. Oui. Et ils étaient d'une gentillesse incarnée avec moi. On a dit c'est une gamine qui est toute seule, elle a besoin de manger, elle a besoin de vivre, et on l'a gardée. On n'a pas cherché plus loin. On n'a pas cherché à savoir. Elle était là, elle était là. Elle est restée, et on n'a jamais parlé de quoi que ce soit, ni rien. Et voilà. La médaille de Juste parmi les nations a été remise par Israël à 3589 Français, dont 200 sont encore en vie aujourd'hui. La médaille des Justes. La récompense. La récompense, oui. On n'a pas fait pour être récompensé, mais enfin, oui, ça fait quand même plaisir de la recevoir. L'importance que ça pouvait avoir. C'est une fierté d'avoir mon arrière-grand-mère qui est une Juste, quoi. C'est super. En plus, j'ai le même prénom, donc pour moi, c'est encore plus cool. C'est pour représenter son arrière-grand-mère que Jeanne Longhi fait ce premier voyage en Israël. Elle en attend beaucoup. Ça me permet de voir un peuple assez reconnaissant pour mon arrière-grand-mère et ça me permet déjà de voir moi un autre pays, de voyager et puis de découvrir vraiment l'histoire de la Shoah, quoi. Les arrière-grands-parents de Julie Travers, eux, ont trouvé des hébergements pour plusieurs groupes d'enfants juifs évadés du camp de Drancy. Ma grand-mère m'a demandé de lui ramener un écrit de mon voyage parce que ça lui tient beaucoup à cœur de voir tout ce qu'on aura fait. Et puis aussi parce que j'aime bien noter en détail tout ce que j'ai fait pour quand je le re-regarde plus tard être sûr de rien avoir oublié. Ils arrivent demain à l'aéroport Ben Gourion en Israël, un pays qu'ils ne connaissent pas, mais où ils vont redécouvrir l'histoire de leur propre famille.
Arrivés de nuit à Jérusalem. Après 4 heures d'avion, nos 20 petits-enfants de Juste accusent la fatigue. La présidente de la Fondation France-Israël, Nicole Gage, les rappelle à leur mission. Vous avez fait le choix, pris la décision de faire un voyage de mémoire, mais aussi vous allez comprendre que vous êtes venus ici comme des témoins et comme une jeune génération sur laquelle nous comptons tous pour qu'à l'avenir ne se reproduise jamais ce que vos grands-parents et arrière-grands-parents ont connu. Ils foulent pour la première fois le sol de cette terre où se sont réfugiés beaucoup de rescapés de la Shoah. Avec eux, le professeur René Friedman, l'un des pères du bébé éprouvette, venu spécialement de Paris pour retrouver dans le groupe Léa Cazenave, arrière-petite-fille des Justes auxquels il doit la vie. René Friedman est né en pleine guerre, en novembre 1943, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sa famille avait été cachée par Marie Cazenave, responsable de la gare routière de Soumoulou, avec son mari Jean Cazenave. On m'a toujours présenté ça comme quelque chose de normal, ça n'avait rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours, mais c'est vraiment comme ça. Et j'ai aussi redécouvert toute cette histoire avec les recherches qu'a mené Guy, son frère, concernant au moment de la remise de la médaille des Justes, où là, vraiment... Et puis c'est peut-être après coup que vous avez découvert que c'est quand même extrêmement dangereux aussi. Aussi, mais je pense que c'est un danger qui a été assez... Enfin, dans ma famille, c'est un danger très banalisé. Ça a toujours été normal, ce qui s'est passé. Les deux familles sont restées très proches, jusqu'aux jeunes générations, représentées ici, devant le mur des lamentations, par Léa et Raphaël, le fils de René Friedman. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Léa devant ce mur? C'est chouette qu'on soit là ensemble. C'est vraiment... Jamais j'aurais pensé ça. C'est ça surtout le... Ça y est. Hein? Oui, non mais c'était pas prévu. Thierry Durs va lui aussi faire une rencontre très attendue au mémorial Yad Vashem dédié aux souvenirs de la Shoah. Ici, il va faire connaissance avec Gilbert Blum, dont la famille a été sauvée par ses arrière-grands-parents. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Non, mais écoutez, on est arrivé ce matin et puis ce soir on a parlé. Mais crevé là, alors. Gilbert Blum avait 12 ans en 1943, quand ses parents, installés près de Limoges, ont senti que la situation devenait trop dangereuse pour les Juifs. Guy est venu, elle a cherché mon père. Dans un premier temps, il voulait les hommes. Il voulait les hommes dans un premier temps. Ils sont venus, ils voulaient chercher mon père. Et mon père n'était juste pas là à ce moment-là. Ils ont fait tout l'appartement, ils ont pris tout ce qu'il y avait. Et ils ont dit, quand M. Blum viendra, il n'a qu'à passer au commissariat et on lui rendra tout ça. Et comme on avait appris qu'il y avait des gens qui se sont fait arrêter à ce moment-là, à ce moment-là, on est allé à la ferme. On était très contents de pouvoir. Le soir même, on est allé à la ferme. La ferme, c'était celle des arrière-grands-parents de Thierry, Pierre et Louise Hébras. Vous avez l'air tellement heureux, Thierry, de voir le gamin que vos arrière-grands-parents ont sauvé. Vous avez l'air tellement heureux, non? Oui, non. On vient faire 4 heures de vol, quand même, c'est pas pour rien. Gilbert Blum est très proche de ses petits-enfants. Contrairement à beaucoup d'autres de sa génération, il leur a beaucoup parlé. Il a tenu, malgré le froid, à venir à cette cérémonie pour rendre hommage aux 6 millions de victimes de l'Holocauste. D'autres rescapés y sont venus témoigner. Dans l'assistance, les petits-enfants de Juste sont bienvenus. Ils se trouvent mêlés à des familles juives qui leur sont reconnaissantes. Demain, Sarah va rencontrer Francis Veil, sauvé par ses arrière-grands-parents il y a 60 ans. Une
Une fois par an, à Jérusalem, le temps s'arrête quand retentissent les sirènes. C'est le jour de la Shoah. 2 minutes de recueillement en souvenir des victimes de l'Holocauste. Même les agents de sécurité qui contrôlent l'entrée du mémorial de Yad Vashem se figent. Tout comme Loris, le petit-fils du gendarme rebelle du camp de Drancy. Bon, ils se sont tous arrêtés de travailler, tout le monde s'est posé, c'était vraiment impressionnant. J'ai déjà vu des minutes de silence en France, mais suivi comme ça, je l'avais jamais vu. Dans la crypte de Yad Vashem, lieu de recueillement pour le souvenir, les jeunes Français sont particulièrement émus. Ils pensent à ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer une main secourable, comme celle de leurs grands-parents. Ils savent que derrière chacun des noms des 6 millions de Juifs exterminés, il y a une histoire. Les arrière-grands-parents de Jeanne Longhi ont sauvé la petite Rachel Kokotek. Mort en Lituanie, mais les parents de la fillette, à la mémoire de eux, Shlomo Bergman, ont été déportés. Mort en Pologne, à la mémoire de Wolf Kokotek, mort à Auschwitz, à la mémoire de Bronia Kokotek, mort à Auschwitz. Des œillets sont posés sur les noms des camps dont ils ne sont jamais revenus. C'est la partie la plus émouvante pour l'instant du voyage. Lire des noms, c'est moins formel que de les entendre. On les lit nous-mêmes et puis j'ai voulu aussi rendre hommage à tous les Juifs que mon grand-père n'a pas pu sauver sur le camp de Drancy. Le car des jeunes voyageurs est devenu un lieu d'échange. Loris fait partager l'histoire de son grand-père. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait juste avant de partir. Filmer papy et mamie pour avoir quelques Il a enregistré son témoignage juste avant le voyage. Camille Mathieu était gendarme à Drancy. La seule façon de sortir du camp était d'être malade, alors il a fait passer avec l'aide de sa femme des médicaments provoquant une forte température. Il a aussi fait héberger 3 familles chez sa mère dans l'Aube. Le gendarme a cru jusqu'à la fin de la guerre que les Juifs étaient emmenés dans des camps de travail, pas vers des camps d'extermination. Mais quand on a su que c'était pour l'exterminer, on aurait fait beaucoup plus qu'on a fait. Hein? Risque à nous faire fusiller, risque à... Hein? Mais on n'avait pas dans la tête ces choses-là. Qui est-ce qui aurait pu avoir ça dans la tête? La guerre, ça n'a jamais été ça. Un moment très attendu, la visite au Jardin des Justes, où sont gravés les noms de Camille et Denise Mathieu et de tous les autres justes parmi les nations. Julie raconte dans son journal la découverte de ce lieu chargé d'émotions. Pour y accéder, nous descendons une allée qui passe sous un wagon de l'époque. L'impatience me ferait presque courir, mais ce moment est trop solennel pour être précipité. Les murs apparaissent devant nous, les noms sont classés par pays et par année, et nous approchons de celui de la France. Des noms sont inscrits partout autour de nous, et tous ces gens ont été des héros de l'ombre. Voilà, c'est eux, Jeanne et Roland Ricordeau, mes arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont sauvé des enfants juifs et voilà, c'est reconnu par tout le monde parce que c'est gravé dans le marbre et c'est super émouvant de voir leur nom. Ça me rappelle tous les souvenirs que j'ai eu avec mon arrière-grand-mère, bien entendu. Sous ces noms qu'elle chérit, Julie allume une bougie en espérant, selon ses propres termes, qu'elle ne s'éteindra jamais. Aujourd'hui, au mémorial Yad Vashem,
le groupe de petits-enfants de Juste découvre les arbres plantés pour honorer la mémoire de ceux qui, comme leurs aïeux, ont sauvé des Juifs pendant la guerre. De non-juifs qui ont sauvé des Juifs. Par exemple, l'industriel allemand Oskar Schindler, qui en sauva 1200. Sur les murs du Jardin des Justes sont inscrits 23 000 noms, dont 3 157 Français. C'est un moment chargé d'émotion pour leurs descendants. Les arrière-grands-parents d'Amélie Lafont, Léonie et Gabriel Magimel, ont caché dans leur ferme du Lot-et-Garonne un juif recherché par les gendarmes. Depuis qu'on est arrivé ici, depuis hier, en fait, voilà, ça montait, j'avais qu'une envie, c'était d'être sûre de les voir vraiment tous les deux marqués là. Et voilà, là j'arrive même pas à sortir mon doigt de leur prénom parce que, je sais pas, je pensais pas que ce serait aussi fort. Là tout d'un coup, je me rends compte que c'est énorme ce qu'ils ont fait, quoi. Et je suis tellement fière de ce qu'ils ont fait, de ce que tout le monde a fait, mais là d'entendre les témoignages et d'être ici, tout d'un coup de me dire c'est mon bébé, c'est ma mémé, c'est des familles qu'on a pu sauver, enfin je sais pas, là tout d'un coup c'est... Jeanne Longhi, elle, tient à rapporter une photo à son arrière-grand-mère. Je les ai trouvés. Qui ça? Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Gravés. Bonne Roger et Jeanne. Ça fait carrément plaisir de voir leur nom là. Ça y est, ils sont reconnus officiellement. Enfin, pour moi, c'est une marque, c'est une preuve en fait, comme quoi ils sont reconnus, ça y est. Léa Cazenave a la chance d'avoir près d'elle les Friedman, dont la famille a été sauvée par ses arrière-grands-parents. Oui, très fiers. On est tous très fiers. On est contents. Une petite photo pour nous. Le mémorial de Roglitz, près de Jérusalem, est consacré aux 76 000 Juifs de France exterminés. Les familles de ceux qui ont échappé à la déportation accueillent chaleureusement le groupe amené par Nicole Gage, présidente de la Fondation France-Israël. Dans cette assemblée, Sarah Argot retrouve l'un des 3 garçons de la famille Veil, hébergé par ses arrière-grands-parents. Je l'ai vu en 1945 pendant 3 minutes. Oui, mais c'est bien parce que vous avez une très bonne mémoire et mon oncle Danny, avec qui vous vous contactez, m'a dit que vous aviez une très bonne mémoire et que j'aurais certainement plus d'éléments avec vous qu'avec eux, avec ma propre famille. Ils sont à ce point reconnaissants qu'ils ne font d'ailleurs presque pas la différence entre les grands-parents qui les ont sauvés et ces jeunes. Pour eux, ce sont les mêmes âmes. C'est une partie de votre histoire, de votre vie qui est très encore on dirait. De ma jeunesse et de mon enfance. On dirait que c'est comme si c'était hier encore aujourd'hui. Ouais. Le soir, Sarah est invitée chez les Veil. C'est pas tout à fait votre génération que j'ai connue. Ben oui, mais je la représente. Mais vous représentez toute la famille. En fait, c'est presque comme si Sarah faisait partie de la famille. La seule chose que je reconnais chez vous sont vos yeux. Ce sont les yeux des Durand. Ah. Voilà. Ça c'est... Ils ont tous les mêmes yeux bleus. C'est pour rendre hommage au courage de Daniel et Évodie Duron-Jonac que les Veil leur ont fait décerner la médaille de Juste parmi les nations. Il y a eu un certain nombre d'incidents. Il y a eu des gens qui ont été pris par les Allemands, qui ont été fusillés parce qu'ils avaient accueilli des Juifs chez eux. Bon, c'est vrai. Ils sont partis à Moulins. Sarah a souvent réfléchi à ce qui avait amené ses arrière-grands-parents à prendre tant de risques. Ils les ont accueillis parce qu'ils étaient dans une situation difficile. Et en plus de ça, je crois que leur foi les a amenés aussi à les recevoir chez eux. Mes parents ont cherché pendant 2 jours à trouver un logement, un endroit où aller s'abriter, parce qu'on ne pouvait plus rester à Tence compte tenu des risques qu'il y avait. Et ils n'ont pas hésité un seul instant à dire oui. Ce n'est pas des gens qui ont dit écoutez, je vais réfléchir pendant 20 heures, ou 24 heures, ou 48 heures. Non, ils ont été d'accord sur le champ. Ce qu'on appelle un quignon de pain. Sarah n'est pas près d'oublier cette soirée où Francis Veil lui livre certaines pièces manquantes du puzzle dans l'histoire de sa propre famille. Chaque fois qu'on va à Tence, jusqu'à présent, on a...
Un peu fébrile, Thierry Durs, juste avant de retrouver dans un appartement de Jérusalem la famille Blum. Bonjour Thierry, comment ça va? Alors, depuis hier, on est bien? Autour de Claudine et de son frère Gilbert, en cette veille de Shabbat, une partie des petits-enfants et arrière-petits-enfants du couple Blum, que les aïeux de Thierry ont sauvé pendant la guerre. Atara, chacune nation d'une autre. Ils sont 38 en tout. Voilà, et derrière... Quand vous voyez tous ces petits-enfants dans cet appartement réunis, qu'est-ce que vous vous dites alors? Mais les arrière-grands-parents ont fait du bon boulot, on va dire. C'est tout ce que je peux dire. Ils ont eu raison de le faire et on ne peut que leur dire merci. Hein. Et puis voilà. Une mésange s'invite à la fête. Petit oiseau perdu. Ah, le voilà. Intrusion qui, pour Claudine, a quelque chose de symbolique. En fait, c'est exactement comme ça qu'on était pendant la guerre. D'essayer de sortir et de ne pas être attrapé. Gilbert Blum ouvre l'album familial de cette période de triste mémoire. À travers la carte d'identité, ça a été perforé le juif. C'est la carte de ma mère, c'est la carte de mon père. Juste ici. En 1943, la famille Blum, menacée par la milice, est accueillie par un couple de fermiers de la région de Limoges, Pierre et Louise Hébras. Les Allemands sont actifs dans le secteur, mais les Hébras ont trouvé un moyen original de les maintenir à l'écart. Pour qu'ils ne viennent pas à la ferme, ils avaient mis du fumier, de manière à ce que les Allemands sont très, très propres, comme ça, très tirés à quatre épingles. Et comme il y a du fumier, ben, ils n'ont pas voulu venir et être tranquilles à la ferme. À côté de Gilbert, sur la photo, Marceline, la grand-mère de Thierry. Elle a toujours été comme une sœur pour lui. La famille, vous êtes... on se tutoie depuis des années alors. Et alors quand on était à la ferme, on a couru ensemble dans les champs, et avec des chiens. Et c'était vraiment, ça je me souviens, c'était les chiens qui étaient là, qui sautaient. C'était des souvenirs quand même. J'avais 13 ans à l'époque. Alfred, comment il était caché dans la cave? Thierry est en famille chez les Blum. 69 ans après, la reconnaissance est intacte. Je voudrais qu'il raconte non seulement, quand il n'est pas encore marié, mais une fois qu'il sera marié, de raconter à ses enfants et à ses petits-enfants, que ça se raconte à travers les générations, que les grands-parents ont été des sauveurs de l'humanité en quelque sorte. Dans la très moderne Tel Aviv, elle semble bien loin, l'époque de la Shoah. C'est ici que se termine le voyage de Thierry et des 19 autres petits-enfants de Juste. Julie écrit les dernières lignes de son journal qu'elle va bientôt donner à sa grand-mère. Et pour Jeanne, l'essentiel reste à faire. On a un peu tous accepté une mission, c'est de prospérer la mémoire de la Shoah, de la rafle, de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que personne n'oublie. Donc je prends mon devoir et je raconterai à tous ceux à qui ça intéresse mon voyage. Dans ce voyage, on a beaucoup regardé en arrière, dans le passé, mais on a pu aussi verbaliser le fait qu'aujourd'hui, si mes arrière-grands-parents ont été reconnus comme justes parmi les nations, c'est avant tout parce qu'ils ont permis de sauver des vies et ils ont participé d'une certaine manière aussi aux générations futures parce que j'ai pu rencontrer justement l'une des personnes qu'ils ont sauvées. Thierry, vous avez l'impression que vous avez un peu changé en 4 jours? Oui, énormément, ouais. Énormément changé. Ouais. On va dire, je m'assume un peu plus et surtout le passé de ma famille me rend plus fort que ce que j'étais avant, on va dire. Donc on en fait une sérieuse et une moins sérieuse. Tous sortent un peu plus forts de ce voyage où ils ont consolidé des racines familiales dont ils sont fiers.